Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Coup de projecteur sur le marché florissant des otages yazidis en Irak, une véritable source de financement pour les djihadistes de l'État islamique qui les retiennent en captivité. On vous emmènera en excursion sur les guinguettes des bords de la Marne à la découverte d'un art de vivre à la française et l'un des loisirs préférés des Français en été. Au Bangladesh, les enfants participent à la survie économique du foyer. Face à la pauvreté, la Banque centrale du pays a créé un compte spécial pour enfants travailleurs. Objectif, les inciter à épargner. Retour à Los Angeles, plus de 23 ans après les émeutes raciales qui ont secoué la Cité des Anges en avril 1992, faisant une cinquantaine de morts et des dommages matériels considérables. Ce soir, dans notre rubrique mode, détour par la maison du savoir-faire et de la création qui valorise les savoir-faire textiles français dans le cadre de son espace parisien qui accueille créateurs et fabricants. Nous irons ensuite au Cameroun. Le pays subit de plein fouet les activités de la secte Boko Haram, mais aussi l'instabilité en République centrafricaine qui engendre d'énormes pressions migratoires. C'était il y a un an, près de 5000 membres de la minorité religieuse yazidi étaient capturés par le groupe État islamique lors de son offensive contre la région de Sinjar en Irak. Depuis, leurs familles tentent de racheter leurs proches encore en vie. Plus d'1 millier d'otages ont déjà pu être libérés via des circuits commerciaux bien huilés. En effet, cette situation a créé un marché florissant, bien structuré, avec des fournisseurs djihadistes, des négociateurs kurdes et arabes, des acheteurs yazidis. Les autorités kurdes vont même jusqu'à rembourser aux familles le coût, souvent exorbitant, de ces rançons. Le correspondant de France 24, Selim El Medeb, s'est rendu à Dohuk, au nord-ouest du Kurdistan irakien. Le camp Sharia, à une dizaine de kilomètres de Dohuk. 18 000 réfugiés yazidis s'entassent ici. Parmi eux, une centaine d'ex-otages de l'organisation État islamique. Ces deux sœurs viennent d'être libérées. Elles ont retrouvé leur frère 2 jours avant notre rencontre. Tous souhaitent garder l'anonymat. 2 autres frères sont toujours aux mains des djihadistes. La sœur aînée a dû abjurer sa religion sous la torture avant d'être mariée de force à 5 djihadistes successifs. Plusieurs fois, j'ai essayé de me suicider. Pour moi, c'était une façon de m'échapper. Une seule pensée m'a permis de survivre, l'espoir de revoir ma famille et mon peuple. Son dernier mari ayant été tué au combat, la jeune femme et sa sœur ont été placées comme esclaves domestiques chez un autre djihadiste. Elles devront finalement leur liberté à la jalousie d'une femme. La première épouse du djihadiste avait vraiment peur qu'il fasse de moi sa femme. Alors je lui ai dit, j'ai de l'argent, si tu m'achètes un téléphone, je réussirai peut-être à me libérer, à disparaître. La première fois qu'elle m'a contacté sur les réseaux sociaux, j'étais fou de bonheur. Je ne pouvais pas y croire, même si elle m'écrivait son nom. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo. Quand elle m'a envoyé l'image, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pour obtenir la libération des 2 sœurs, la famille a dû donner 7 000 $ à un négociateur. Cet homme, le voici. Il se fait appeler Abou Chouja'a, Père Courage. Il affirme organiser des opérations de libération des otages grâce à sa connaissance des réseaux de contrebandiers syriens. Il ne s'éloigne jamais de ses 3 téléphones. D'accord. Rendez-vous à l'adresse que je vous ai donnée à 7h30 exactement. Respectez le plan que j'ai préparé. Prenez des photos à chaque étape et envoyez-les-moi directement. Abou Chouja'a affirme que ses contacts ne rachètent jamais directement les otages auprès des djihadistes. Ces derniers n'auraient pas le droit de revendre ce butin de guerre en dehors du cercle des combattants. Les familles doivent débourser entre 2 000 et 6 000 $ par otage. L'argent servirait à financer les opérations de ceux qui, en territoire djihadiste, mettent leur vie en danger pour les sauver. Abou Chouja'a raconte le sort de l'un d'entre eux après s'être fait prendre. Ils lui ont coupé la tête, l'ont posé sur ses genoux et l'ont laissé sur place pendant 3 jours pour que les gens puissent le voir. Puis ils ont appelé sa famille pour qu'ils viennent retirer le corps. Depuis que j'ai commencé ces libérations, ils ont tué 4 de mes contacts et un 5e a été tué dans une frappe aérienne. Le négociateur prétend avoir déjà libéré 200 personnes.
Il aurait même été contacté par une poignée de familles occidentales à la recherche de leurs enfants partis faire le djihad. Elle, c'est une Française. Mais, comme dans le cas de cette jeune Française, impossible de libérer des gens contre leur gré. Certaines familles essayent de se passer des services des négociateurs. Rodeida Omar a établi un contact direct avec les ravisseurs de sa fille. Ils lui ont envoyé plusieurs vidéos. Enceinte lors de son enlèvement, elle a accouché de cette petite fille en captivité. Son fils de 3 ans, lui, répète déjà les slogans de l'État islamique. Le djihadiste a menacé Rodeida de vendre ses petits-enfants s'il ne versait pas la moitié de la somme demandée immédiatement. Ce dernier a obtempéré, s'endettant lourdement. En vain, malgré les 8 000 $ déjà reçus, le ravisseur demande toujours la somme initiale. Vous pensez qu'il y ait pire situation dans ce monde? À ce moment-là, j'aurais préféré être mort. Contrairement à ce qu'affirme Abou Chouja, Rodeida estime que les libérations se font en payant des rançons directement aux djihadistes. Les négociateurs du côté syrien ont partie liée avec Daesh. C'est eux qui leur donnent l'argent pour les libérer. Mais ceux qui travaillent du côté irakien ne le font pas pour l'argent, mais pour des raisons humanitaires. Il y a des contrebandiers et il y a aussi des négociateurs. C'est devenu un véritable marché car ça rapporte beaucoup d'argent. Pour venir en aide aux familles, les autorités du Kurdistan ont créé un bureau des kidnappés à Dohuk en octobre dernier. L'institution rembourse les familles une fois leurs proches arrivés en lieu sûr. Nous rencontrons le haut fonctionnaire en charge du dossier. Pour lui, pas de doute, les négociateurs côté syrien achètent directement les otages aux djihadistes. Récemment, les djihadistes de l'État islamique ont commencé à vendre des femmes en place publique. En fait, depuis peu, c'est devenu une question purement commerciale. Ils font du trafic d'êtres humains. Mais les djihadistes ne sont pas les seuls à s'enrichir grâce au trafic d'otages. C'est ce que nous explique le juge Ayman Mostafa. Il dirige une autre administration de la ville de Dohuk, le bureau du génocide. Sa mission, recueillir les témoignages des victimes de l'organisation État islamique. Pour sauver toutes ces personnes kidnappées, il faut les transférer des zones sous contrôle du groupe État islamique vers des zones plus sûres où elles pourront être libérées. C'est devenu le travail de certaines personnes et notamment de gangs organisés. Certains dénoncent même des cas de corruption au sein du bureau des kidnappés. Cette secrétaire fait partie de la nouvelle équipe. La totalité des anciens employés a été licenciée il y a 3 mois. Depuis la fin du tournage de ce reportage, le journaliste a été contacté par Rodeida Omar, l'homme que nous venons de voir dans ce sujet et qui tentait en vain de racheter sa fille et ses 2 petits-enfants. L'homme a finalement réussi à les racheter grâce à l'aide du négociateur Abou Chouja. Selon ses dires, de riches donateurs auraient pris en charge les 150 000 $ exigés par le djihadiste en échange de cette libération. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. On vous parle à présent de la guinguette, cet art de vivre à la française qui figure parmi les loisirs préférés des Français dès l'arrivée des beaux jours. Le concept est simple, manger, boire et danser au bord d'un fleuve. Depuis sa naissance au 19e siècle, la guinguette est indissociable de la flânerie, de la rencontre amoureuse et des sports nautiques. Les peintres impressionnistes ont abondamment décrit cet art de vivre. Chaque été, les Français renouent avec cette tradition dans toutes les villes situées sur les rives d'un fleuve. Direction les guinguettes des bords de la Marne. La guinguette, c'est l'endroit où on va aller passer un moment le week-end. On a d'abord 1 puis 2 jours de congé obligatoire, donc on va chercher le soleil, la nature, la baignade, la décontraction dans les guinguettes des bords de Marne. On est vraiment dans un lieu de mémoire pour la France
C'est ici concrètement, sur les bords de la Marne, les bords de la Seine, qu'on a expérimenté notre principe de liberté. Liberté de naviguer, liberté de prendre du temps, liberté de se détendre, de se ressourcer, de se recréer. Et dès le 19e siècle. Aux portes de Paris, les berges de la Marne constituent depuis longtemps un refuge pour les Parisiens en quête de liberté. Un historien de la plaisance, Frédéric Delève, s'est passionné pour ces loisirs dont l'origine remonte à 2 siècles. Et ici, au début du 19e siècle, dans les années 1840, quand on parlait de Joinville, c'était le paradis. Quand on parlait d'Asnières, de Chatou, c'était le paradis. Et on vient de Paris sur les bords de Seine ou sur les bords de la Marne pour passer un petit séjour à la campagne. Au départ, les Parisiens migrent vers les bords de Marne pour échapper à la taxe sur le vin appliquée à l'intérieur de Paris. C'est aussi l'époque où les citadins apprivoisent l'eau. La promenade en bateau, c'est dès le début du 19e siècle. C'est quelque chose qui se développe dans le cadre du romantisme. Et la barque est le premier véhicule de l'intimité du couple, du face-à-face. En tout cas, autour de la barque et du petit canot, du petit bateau, est associé voilà, le désir amoureux. Les charpentiers parisiens se lancent alors dans la fabrication de canots ou d'avirons, avec un savoir-faire proche de l'excellence. On pourrait croire que parce que c'est ancien, c'est difficile. Au contraire, on est vraiment là avec ces canoës français au sommet d'une industrie parisienne. Et là, avec les canoës français et les canoës canadiens, adaptés par les constructeurs français à la construction à cajou française, eh bien on est véritablement au sommet de cet art. On trouve la même logique dans les années 1910, 1920, 1930, et puis tout va s'arrêter très vite dans les années 1950-1960 avec l'apparition du plastique. C'est ainsi que le petit canot des ports maritimes devint l'embarcation fluviale des Parisiens. Les personnes qui viennent de Paris, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour boire un coup, ils viennent pour rencontrer des jeunes femmes. Et puis la barque finalement est le véhicule pour aller d'une guinguette à une autre, d'un bal à un autre. Et le petit canot est véritablement le véhicule d'un dimanche en bord de l'eau. Côté rivage, il préexistait à ces loisirs de plaisance des cabarets accueillant les visiteurs venus manger, boire et danser. Chez Gégène, l'une des plus anciennes guinguettes de Nogent, on cultive cette douceur de vivre depuis presque 150 ans. C'est ce que nous raconte Bernard, et avant lui, les peintres impressionnistes. Un témoignage, c'est peut-être le déjeuner des canotiers de Renoir. Le développement spécifique des bords de Seine à l'époque ou de bords de Marne a été lié à l'essor des transports en commun. Et Joinville et Nogent ont bénéficié de la création de la ligne Paris-Bastille, qui emmenait les Parisiens des quartiers populaires jusqu'à des endroits de la campagne où on était complètement isolé de la vie déjà probablement un peu trépidante de la capitale. On quitte alors les intérieurs bourgeois pour les bals de plein air. Une nouvelle époque s'installe. La danse reste quand même le centre de l'activité de la guinguette au départ et il n'y a pas d'autres offres à proximité qui propose autant de distractions avec des vélos, une piste de danse en plein air, avec des balades, avec tout un tas de choses qu'on n'a pas chez soi. Durant l'âge d'or des guinguettes, on comptait plus d'une centaine d'établissements entre Joinville et Nogent. Il y a 2 âges d'or en fait, l'un qui correspond à l'entre-deux-guerres, période où on a besoin d'évacuer ses soucis, de faire un peu les fous. Et puis il y a l'essor à partir des années 35-36 de la notion de congé payé et du jour de repos hebdomadaire. Donc ça devient un lieu un peu incontournable dans une époque où l'offre de services est relativement réduite. Aujourd'hui, les Parisiens restent attachés à la tradition de la guinguette, peut-être par nostalgie d'une époque insouciante. Ce qui est spécifiquement français, c'est véritablement cet imaginaire maritime transporté à Paris, avec ici en fait s'est développée une industrie des loisirs et c'était un art de vivre parce que le bateau était le véhicule de l'évasion. La guinguette, je crois que c'est surtout un endroit où doit régner la joie de vivre.
où on trouve une forme de distraction qui est certainement extrêmement différente de celle qu'on peut trouver ailleurs. À ce jour, il y a toujours plus de 150 millions d'enfants travailleurs dans le monde, dont au moins 85 millions sont soumis aux conditions de travail les plus dures. Au Bangladesh, les enfants travailleurs sont une réalité des plus visibles. Dans les familles les plus pauvres, les enfants participent à la survie économique du foyer, à tel point que les autorités ont décidé de ne plus ignorer cet état de fait. Voilà exactement un an que la Banque centrale du Bangladesh a créé un compte bancaire spécial pour les enfants qui travaillent. L'un des objectifs de ce compte est d'inciter ces enfants à faire des économies afin qu'ils aient à plus long terme un petit pouvoir d'achat. Voyez ce reportage, il est signé Morgane Belloir sur Habitandon. Dhaka, capitale du Bangladesh, et ses 7,5 millions d'enfants travailleurs. Casseurs de briques dès l'âge de 5 ans, mécano ou soudeur à 11 ans. Célina, 13 ans, est l'une de ses petites mains. Dans son quartier Karatitola, l'un des plus pauvres de Dhaka, elle est connue comme la petite couturière. Chaque jour après l'école, une deuxième journée commence pour la jeune fille. Bonjour, vous avez du travail pour moi? Oui, répare-moi ça pour demain. Avec le salaire de mes parents, c'est très difficile de faire vivre toute la famille. Alors je travaille pour les aider. Travailler pour survivre, voilà la réalité des petits Bangladais nés sans le sou. Comme beaucoup d'enfants de son quartier, Célina passe donc 2 heures par jour derrière sa machine à coudre. Je gagne 5 à 6 euros par mois. Ça me permet d'acheter un peu de nourriture pour les repas avec ma famille et aussi de me payer des cours de soutien scolaire. À défaut de pouvoir endiguer rapidement ce phénomène, les autorités bangladaises tentent d'améliorer le quotidien de ces enfants démunis. Depuis un an, chacun d'entre eux peut ouvrir un compte en banque et y déposer la somme minimale de 11 centimes d'euros. Je viens déposer 2 euros sur mon compte. Je suis habitué à voir des adultes derrière le comptoir, alors je suis toujours surpris quand je vois un enfant arriver. Mais pour nous, tous les clients sont égaux. La première fois que je suis entrée dans une banque, j'étais vraiment très impressionnée. J'avais peur de ce que les gens penseraient en me voyant. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je viens régulièrement déposer mon argent et j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Grâce à cette initiative menée par la Banque centrale du Bangladesh, plus de 2000 comptes ont été ouverts en un an. La plupart de ces enfants n'ont pas d'identité. Ils ne savent pas qui sont leurs parents. Ils n'ont pas de passé, n'entrevoient pas de futur et vivent uniquement dans le présent. Avec ce programme, ils peuvent économiser de l'argent et commencer à construire leur avenir. Au centre de ce programme, 10 ONG et des parrains comme Dilera, chargés de guider les enfants et de les aider à gérer au mieux leur argent. Qu'est-ce que tu veux faire de ton argent? Je l'utiliserai pour mes études quand j'en aurai besoin. Avec ce programme, les enfants que nous suivons commencent à rêver de devenir médecins ou ingénieurs. Mais leurs parents n'auront pas les moyens de payer leurs études. Alors cet argent économisé leur permettra de financer une partie des frais scolaires. Un premier pas qui permettra peut-être à Célina d'accomplir un jour son rêve, devenir médecin. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. Alors que les États-Unis restent le théâtre de violences raciales en 2015,
À Los Angeles, les émeutes de 92 restent gravées dans les mémoires. Il y a 23 ans, la Cité des Anges s'est embrasée pendant près d'une semaine. Manifestations, saccages, pillages, incendies. La ville se transforme en un enfer sur terre. Et c'est l'acquittement de 4 policiers blancs qui ont passé à tabac un jeune automobiliste noir coupable d'avoir commis un excès de vitesse qui a déclenché ces émeutes. Un verdict rendu par un jury composé à majorité de blancs. Seule l'intervention de l'armée et l'instauration d'un couvre-feu permettront le retour au calme, alors que la colère se propage dans d'autres villes américaines. Bilan, 53 morts, des centaines de blessés, des milliers de personnes arrêtées et des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de dollars. 23 ans après, la situation n'a pas beaucoup changé. Le taux de chômage est plus élevé qu'en 1992. Et si cette affaire a entraîné des changements de fond au sein de la police, les dérapages restent réguliers et les communautés noires et latinos se sentent toujours stigmatisées. Valérie Defer et Sébastien Dueñas sont retournés sur les lieux des émeutes dans les quartiers sud de Los Angeles. Sporadic violence continues in Los Angeles this evening in the wake of the not guilty verdicts in the case of 4 white police officers charged with beating a black motorist, Rodney King. The situation in South Central right now is such that firefighters are not even going into the area. The crisis, the tragedy here in Los Angeles. Don't go near this area. South Central Los Angeles at Florence and Normandy. Les émeutes ont commencé ici, au croisement de Florence Boulevard et de Normandie Avenue, en plein cœur du quartier de South Central à Los Angeles. Le révérend Murray était en première ligne. Nous sommes au zénith des émeutes, le 29 avril 1992, lorsque tout explose. La foule a commencé à se rassembler, puis c'est devenu de plus en plus violent. Il y a eu des armes et des immeubles ont été incendiés. Sa paroisse se trouvait au cœur des émeutes. Le révérend est devenu une icône car il a servi de médiateur entre les autorités et les manifestants. Nous avons supplié les pompiers de venir. Ils ont dit « Ok, mais vous devez nous protéger, parce que les jeunes manifestants nous lancent des pierres. » Donc, nous avons pris 150 de nos fidèles et nous les avons alignés là-bas au coin pour qu'ils protègent les pompiers pendant qu'ils éteignaient les incendies. À l'église, le révérend Whitlock a pris la relève. Il rassemble chaque dimanche plusieurs centaines de fidèles. Ce jour-là, on célèbre la fête des mères. Mais très vite, le ton change. 24 ans après Rodney King, les prières vont encore aux victimes de violences policières. Mothers who were weeping for the loss of children. The police abuse in Baltimore, New York, Ferguson, Los Angeles, Oklahoma, Cleveland. Cette paroisse est reconnue pour son ouverture et sa tolérance. Pourtant ici, la communauté afro-américaine se sent toujours stigmatisée. C'est du racisme, ça existe toujours, ça n'a pas disparu. Je pensais qu'une fois qu'on aurait un président noir, les choses iraient mieux. Mais j'ai l'impression que les choses ont même empiré. C'est incroyable, ça a mis de l'huile sur le feu. Pourquoi n'avons-nous rien appris du passé ? Pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes erreurs ? Beaucoup de jeunes fidèles ici se sentent visés par des injustices, des traitements inhumains. Et beaucoup de jeunes ici n'étaient pas contre les violences qui ont explosé à Baltimore. Ils n'étaient pas opposés aux manifestations violentes de New York ou de Los Angeles. Charles et ses amis d'enfance ont participé aux manifestations récentes contre les violences policières. Alors comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va mon pote, quoi de neuf? Tous ont grandi ici, à Compton, en plein cœur de South Central.
Parfois, notre communauté a l'impression que la seule façon de se faire entendre, c'est d'utiliser la violence, de brûler des choses et de filmer cette violence, même si on sait que ce n'est pas la meilleure réponse. Ce n'est pas facile de grandir dans cette ville quand on est un jeune noir. On peut se faire arrêter n'importe quand et sans raison par les flics. Je pense que la situation est plus explosive que jamais. Déjà parce qu'en 1992, il n'y avait pas de caméra, les gens n'avaient pas de portable, donc c'était facile d'étouffer les affaires. Les gens ne savaient pas. Alors que maintenant, la tension monte parce que les gens savent ce qu'il se passe réellement. Si la criminalité a baissé à South Central, le taux de chômage n'a pas bougé. À 20%, il reste au triple de la moyenne nationale. Mais la différence avec 1992 est surtout démographique. Avec la hausse des prix de l'immobilier, la communauté afro-américaine a peu à peu été remplacée par des hispaniques. C'est un resto, mais je n'arrive même pas à prononcer le nom. Ils représentent désormais les 2/3 de la population. C'est dommage de devoir choisir entre deux communautés. On devrait pouvoir vivre tous ensemble, mais c'est comme ça. Quand l'une arrive, l'autre part. Aujourd'hui, les tensions raciales, les émeutes restent des sujets sensibles. Le père de Charles refuse d'en parler. Et malgré les progrès politiques, la désillusion est grande. On se disait, c'est génial, on a enfin le premier président noir, on a réussi. Et en fait, la réalité nous est revenue en pleine gueule. Je serai toujours jugé pour la couleur de ma peau. Notre histoire est trop riche, notre histoire est trop tourmentée, trop trouble, pour oublier que nous sommes afro-américains. Et en même temps, nous devons nous battre pour ce jour où la couleur de notre peau n'aura plus d'importance. Venez rendre hommage à l'homme qui est tombé et à ceux qui sont morts avant lui à cause de l'incompétence de la police. 24 ans après Rodney King, les cas de violences policières se multiplient. Brandon Glenn, 29 ans, est mort sur ce trottoir. Selon les témoins, ce SDF interpellait les clients d'un restaurant. Ce que j'ai vu, c'est qu'il était là. Et les policiers lui ont demandé de montrer sa pièce d'identité. Et lui, il a répondu « Je n'ai pas à vous donner mon identité ». Et alors qu'il mettait sa main dans sa poche arrière pour récupérer sa carte d'identité, le policier a tiré. Probablement en pensant qu'il était armé d'un flingue ou d'un couteau. Et puis il a tiré une deuxième fois au sol en mode exécution. Le bilan est lourd. En 15 ans, les ONG ont recensé 625 personnes tuées par des policiers à Los Angeles. Ces 4 derniers jours, il y a eu 6 fusillades impliquant la police, dont celle-ci. Je suis très en colère face à l'accumulation de meurtres d'Afro-Américains et d'Hispaniques perpétrés par la police. Il faut que ça cesse. Charlie Koenig a lui aussi été tué par la police. Ces funérailles se sont rapidement transformées en tribunes médiatiques contre les violences policières. Nous assistons à une multiplication des cas de violences policières envers des Afro-Américains. Et celui de Charlie en fait partie. L'émotion est grande, d'autant que sa mère a découvert les images de sa mort en boucle à la télévision. In other news, the LAPD is investigating a deadly shooting right now by one of its own officers. It happened this morning, actually, over on Skid Row. Many here are upset because they think police could have stopped this man without shooting him. Comme pour Rodney King, la vidéo a été filmée par un passant. Whoa! Oh my God! Une enquête interne à la police de Los Angeles est en cours. Pour éviter de nouvelles violences policières, le LAPD vient d'équiper ses 7000 officiers de caméras portatives. L'agent Stover patrouille à Skid Row depuis 10 ans. Avez-vous été informé du fait qu'on porte désormais ces petites caméras ?
Non, vous êtes Robocop. Vraiment, vous devenez comme Robocop. Ça donne directement les faits, et donc ça peut protéger les innocents. On voit vraiment ce qu'il s'est passé, donc ça permet de trouver les coupables, mais aussi les innocents. La police de Los Angeles a souvent été accusée de protéger ses officiers, même en cas de bavure. Mais depuis 25 ans, le nombre de policiers poursuivis en justice a triplé. À chaque fois que vous patrouillez dans une zone où la police n'est pas la bienvenue, ça devient très difficile. Surtout s'ils multiplient les plaintes et qu'ils accusent l'officier de ne pas bien faire son travail, ou pire, de mauvais traitements. Ça coupe l'envie d'aller travailler. Toutes ces interventions sont filmées. L'impartialité des images rassure les habitants et permet non seulement de prouver la culpabilité ou l'innocence d'un suspect, mais aussi du policier lui-même. On dit souvent qu'un gilet pare-balles peut vous sauver la vie. Eh bien, ces petites caméras peuvent sauver votre carrière. Hey! Tu as vu ça? Là, sur le mur. Mais le chemin est encore long pour regagner la confiance de la population. Alors la police mise aussi sur une meilleure formation de ses officiers. Dans cette académie, on ne lésine pas sur les moyens. Vous êtes prêts? Comme avec cet écran 360 degrés flambant neuf pour apprendre aux agents quand et comment faire usage de la force. Ils sont équipés de vraies armes, munis d'un laser. Ce logiciel, digne d'un jeu vidéo, propose des centaines de scénarios interactifs. L'agent Clark a déjà tué 2 personnes en exercice. Début du scénario. Je suis venu car j'ai reçu une plainte pour tapage. Un de vos voisins a appelé car votre moto fait trop de bruit. Arrêtez votre moteur, on a reçu une plainte. Oui, les voisins nous ont appelés. Jetez votre arme. Et vous, ça va? Madame, ça va? L'usage de la force n'est jamais beau à voir. Mais si quelqu'un nous résiste, la loi nous autorise à tout faire pour le maîtriser. Nous tirons pour neutraliser. Donc nous visons l'endroit le plus large du corps, donc le torse. C'est très difficile dans une situation de stress de se concentrer et de tirer sur les extrémités de quelqu'un qui bouge. Et pour ces officiers, la marge d'erreur fait partie du métier. Quelle est la règle? Vous pouvez utiliser votre arme dès que vous vous sentez menacé? C'est notre perception de la situation qui compte, qu'elle soit juste ou non. C'est ce que nous percevons sur le moment. Vous savez, en tant qu'officier de police, nous prenons parfois des décisions en une demi-seconde, mais qui auront des conséquences pour toute notre vie. Plus de formation, plus de transparence, mais aussi plus de diversité au sein de la police de Los Angeles. Si lors des émeutes de 1992, plus de 60% des effectifs étaient des Blancs, on compte désormais 45% d'Hispaniques et un tiers d'Afro-Américains. Je pense que la diversité, c'est très important, surtout lorsque les officiers viennent eux-mêmes de quartiers où il y a beaucoup de violences policières. Et il y a toujours beaucoup de délits de faciès de nos jours? Oui, et ça a lieu à la fois à Los Angeles, mais aussi au niveau national. C'est un vrai problème. Une étude a montré que les Afro-Américains étaient contrôlés 2 fois plus, voire 3 fois plus que les Blancs. Un sentiment partagé par la majorité des jeunes à South Central. Dans ce lycée public, les membres d'une association leur apprennent comment se comporter avec la police. Ils miment des scénarios inspirés de cas concrets. Si vous portez une arme, je vous conseille de ne jamais essayer de l'enlever pour la leur donner. Vous devriez plutôt mettre vos mains en l'air et leur dire de venir la chercher. Bon, il y a beaucoup de chances que vous alliez en prison après ça, mais au moins vous n'y perdrez pas votre vie. Parce que si vous commencez à bouger, ils peuvent vous tirer dessus et dire « Elle a fait un geste brusque, j'ai cru qu'elle allait me tirer dessus ». C'est toujours ce qu'ils disent. Les chiffres sont accablants.
82% des personnes tuées par la police de Los Angeles sont de jeunes noirs et hispaniques. Lorsqu'ils vous contrôlent, vous pouvez toujours dire tout haut « Je n'accepte pas cette fouille ». Vous gardez vos mains sur la voiture, vous ne bougez surtout pas et vous répétez tout haut « Je n'accepte pas cette fouille ». Comme ça, les gens autour de vous peuvent entendre. Je n'ai pas peur. C'est juste que je n'aime pas la police. Je ne les sens pas. Je ne les aime pas. Mais tant qu'ils ne m'embêtent pas, je les laisse tranquilles. 24 ans après, l'héritage de Rodney King est encore bien vivant. Les émeutes de 1992 ont laissé une cicatrice profonde chez les habitants et le sentiment d'injustice persiste auprès des jeunes. Avec les bavures policières récurrentes, le débat sur la discrimination raciale pourrait bien s'inviter dans la campagne présidentielle de 2016. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. La mode, un exemple de séduction à la française, mais pour révéler tant de sensualité, pour se permettre de délivrer tant d'esprit créatif, il faut partir d'une matière de base qui n'est pas toujours glamour, le tissu. Depuis 2012, la Maison du savoir-faire et de la création valorise les savoir-faire textiles français dans le cadre de son espace parisien qui accueille créateurs et fabricants. Reportage. La mode. Un exemple de séduction à la française que le monde nous envie. Mais pour révéler tant de sensualité, pour se permettre de délivrer tant d'esprit créatif, il faut partir d'une donnée de base qui n'est parfois ni sexy, ni glamour, le tissu. Et là, la situation n'est pas des plus brillantes. La France n'a plus le monopole, la French Touch n'a plus le monopole du luxe comme à une certaine époque. Et parallèlement, bien entendu, le frein principal étant le coût de nos savoir-faire français qui ont la réputation d'être effectivement très chers. La Maison du savoir-faire et de la création a pour fonction de promouvoir les quelques 8000 entreprises françaises textiles auprès des donneurs d'ordre internationaux. Elle en a aujourd'hui sélectionné 8 pour une journée portes ouvertes. 8 exemples concrets pour dépeindre le dynamisme des survivants d'une industrie dévastée. Je suis la tradition des commissionnaires de la soirée lyonnaise qui parcouraient le monde pour vendre le savoir-faire des Lyonnais. En période de deuil, le roi ne pouvant plus acheter de beaux tissus, eh bien, il fallait bien trouver d'autres clients et du coup nous voyageons. La soie, tissée en région lyonnaise, provient majoritairement de Chine. Elle est aujourd'hui destinée au marché mondial du luxe. Nous sommes passés d'un monde de détaillants grossistes à un monde de prêt-à-porter qui est devenu gigantesque ces 20 dernières années, avec des envies, des moyens, des désirs, des fantaisies auxquelles nous répondrons. Pour rester dans la course, cet industriel doit investir en recherche et développement en interne, mais aussi avec les jeunes maisons de mode. C'est quelqu'un qui nous a soutenus dès le départ, qui a beaucoup insisté pour qu'on mette sa mousseline dans notre collection et non pas des mousselines d'importation. Et puis il nous a permis pratiquement dès le départ de pouvoir proposer dans nos collections des tissus de très haute qualité, plutôt innovants. Et, en général, quand il y a un truc top, on le prend. Comme par exemple, cette soie remarquable peinte à la main, qui a pour distinction d'être tissée avec 3 fils. La maison Bouton Renault est spécialiste de l'ennoblissement du velours façonné. Vous travaillez avec des groupes de luxe comme LVMH, Kering, des maisons comme Chanel. Dior, Prada, Gucci, Armani, Ralph Lauren sont très friands de ces velours fins avec des finitions très douces. L'explosion du luxe a fait que là où ils commandaient 100 mètres, de pain-main, maintenant on arrive à faire des 1000-1500 mètres de la même chose, puisque les marques peuvent avoir 300 points de vente. Dans 2-3 modèles, ça fait 1000 mètres de tissu. Donc on est passé des toutes petites séries à de temps en temps des très belles séries sur des articles comme ça. La maison Tournier travaille le tweed, mais pour ne pas être à la merci d'un seul marché, elle étoffe son offre.
Et là, on a une division de tissu technique qui fait 50% du chiffre d'affaires de Tournier, où nous développons des produits à base de Kevlar, d'aramide, d'induction. Et là, c'est une fausse fourrure. On met ça, ce tissu, à la base des éoliennes maritimes dans l'océan Indien. Et ça sert de refuge aux petits alevins. Donc nous avons un petit côté écolo. Parfois, des techniques anciennes qui utilisent des produits naturels peinent à se frayer un chemin vers la modernité. C'est un produit qui a eu ses lettres de noblesse, qui a été exporté dans le monde entier dans les années 70-80. Il y avait des défilés de mode avec du tissu des Pyrénées, et puis le fait qu'il n'avait peut-être pas été suffisamment relooké aussi, il a pris de l'âge. Une manière efficace pour anticiper l'avenir, c'est de maintenir en état les métiers jacquards qui n'ont pas été détruits dans la folie des délocalisations des années 90. J'ai deux anciens tricoteurs de métier, un qui a 65 ans et l'autre 72 ans, qui a accepté de revenir dans l'atelier pour former un plus jeune qui a 40 ans passés, qu'ils ont pris en main depuis 4-5 ans. Donc maintenant j'ai besoin quand même de faire tourner l'outil. Cette dame à la licorne a été réalisée par la maison limousine Néolis en 2 semaines plutôt qu'en 2 mois, en numérisant la technique des tapisseries d'Aubusson. Mais parfois il manque un maillon dans la chaîne de production. Le lin, la fibre écologique par excellence, est de plus en plus demandé. Il pousse en France, il est tissé en France, mais il est filé en Asie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de filature de lin en France. Nous, on produit dans le nord de la France, on finit dans le nord de la France. Si on avait la chance d'avoir aussi des filatures qui soient proches de chez nous, on aurait un bilan exceptionnel et c'est vraiment ce vers quoi on peut tendre aujourd'hui. Pour réouvrir des usines, il faudra avoir le matériel et les gens. En Alsace, en matière textile, le débat porte sur l'indépendance vestimentaire, remplacer le coton par l'ortie ou le chanvre. Aujourd'hui, pour faire un jeans en coton, il faut grosso modo 11 000 litres d'eau. Pour faire un jeans en chanvre, il faut 110 litres. À partir du moment où il est planté dans la région. Chanvre et ortie, les débouchés de ces fibres sont innombrables. Il semblerait quand même que quelque part, le meilleur chanvre pour le textile soit aussi le chanvre utilisé pour le cannabis. Mais bon, ça, pour l'instant, on est... Il va falloir attendre que les législations européennes et internationales changent. Ça commence à venir parce que déjà aux États-Unis, ils commencent à légaliser un peu tout ça. Non, donc là, on ferait d'une pierre deux coups. Tant qu'à faire, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui ramènerait le plus de chiffre d'affaires. Quant aux tissus intelligents, ils existent depuis longtemps. Ces tenues lumineuses sont commercialisées depuis 2004, mais il faudra attendre quelques années pour pouvoir les laver en machine. Avec ses 400 km de frontière avec le Nigeria, le Cameroun subit de plein fouet les activités de la secte Boko Haram. Les premiers accrochages entre ces djihadistes et l'armée camerounaise datent de mars 2014. Depuis, le Cameroun tente de répondre plus efficacement aux problèmes posés par ce groupe islamiste hyper violent. Toutefois, les islamistes conservent des positions le long de la frontière camerouno-nigériane, dans la forêt de Sambisa et dans les monts Mandara. Et de récents attentats meurtriers dans leur fief du nord-est du Nigeria ont montré que leur capacité de nuisance demeurait élevée. Les exactions de Boko Haram ne sont pas les seules causes des vagues de réfugiés au Cameroun. L'instabilité d'un autre voisin, la République centrafricaine, pose également d'énormes défis pour les autorités camerounaises. Faisons le point avec ce reportage signé Myriam Selam et Sonia Mili. Il se souvient précisément de l'heure. À 5h30 ce 27 juillet 2014, des coups de feu retentissent dans la ville camerounaise de Kolofata, proche de la frontière nigériane. Séni Boukar Lamine, chef coutumier et maire de la commune, est brusquement tiré de son sommeil. C'était étonnant, ça s'amplifiait avec des tonalités qui variaient. Et au moment où je me posais la question, j'ai entendu crier « Allahu Akbar ». Donc j'ai compris que c'était des Boko Haram qui nous attaquaient. Les islamistes pénètrent alors dans la maison et enlèvent toute la famille, sauf le petit Sali qui parvient à se cacher. Les autres sont emmenés en voiture, direction la forêt de Sambisa, au Nigeria. Ils nous ont séparés des hommes, ils nous ont conduits dans une espèce de hutte
Là, on a trouvé d'autres femmes qui étaient voilées en noir. Donc, on s'est assis avec les enfants et l'épouse du vice-premier ministre. Les geôliers n'ont pas choisi leurs otages par hasard. Ils visent particulièrement les personnalités ou les chefs coutumiers, qui sont les autorités aussi bien spirituelles que temporelles de cette région du Cameroun. Après 72 jours de détention dans des conditions difficiles, un accord avec les autorités camerounaises semble avoir été trouvé. On nous a descendu des véhicules, on nous a mis en rang. Nos geôliers se sont éclipsés dans la nature, dans les champs, derrière les arbres. Ils ont pris des positions de combat. Et puis on a traversé. Mais moi, avec les phares, je n'ai pas vu ce que je croisais. C'est les autres qui ont dit qu'ils ont vu 5 ou 6 personnes là qui venaient en sens inverse, habillés aussi un peu très sommairement. On suppose que c'est leurs gars. Et plus tard, dans les discussions, on m'a dit qu'ils avaient réclamé une 60aine de personnes, mais je crois qu'ils ont dû se contenter de 5 ou 6 ou quelque chose comme ça pour la forme. Les Camerounais ne voulaient pas lâcher sur le nombre qu'ils voulaient, ainsi de suite. Puis la suite, c'est vraiment... Après, on se dit, mais c'est un rêve. Ce jour-là, 27 otages seront libérés. La famille du chef coutumier, elle, est désormais réunie. Nommé par le chef de l'État camerounais, c'est le colonel Nouma qui était chargé de rapatrier ces otages en toute sécurité. Et cet enlèvement a eu pour effet de précipiter la réponse militaire. J'ai été officiellement désigné pour mettre en place l'opération Alpha, qui devait commencer le 1er août 2014. J'étais dans l'avion pour rejoindre Maroua le 26 juin. Lorsque le lendemain du 27, certaines autorités qui étaient avec moi, leurs familles, ont été prises en otage le 27 à Kolfata. On a commencé à faire précipitamment ce pourquoi on avait encore quelques jours pour mettre en place. L'opération Alpha est conduite par les membres du BIR. Il s'agit de la force spéciale d'élite. Triés sur le volet, ces militaires effectuent des patrouilles pour assurer une veille permanente. À tout moment, on peut s'arrêter, collecter des informations, s'enquérir de la situation et d'un moment à l'autre, on peut passer à l'action. C'est une patrouille, donc nous en avons comme ça quotidiennement le long des 400 km que nous couvrons entre le Cameroun et le Nigeria. Les membres de la brigade d'intervention rapide peuvent être amenés à effectuer des opérations ponctuelles dans les camps de réfugiés comme celui-ci. Le camp de Minawao regroupe près de 45 000 personnes. Pour la plupart, ce sont des Nigérians qui fuient les exactions de Boko Haram. Chaque jour, on enregistre de nouvelles arrivées, mais aussi des nouveau-nés. Cette petite fille vient de voir le jour ce matin. L'accouchement s'est passé sans complications dans cette maternité construite au sein du camp il y a 4 mois. J'espère que Dieu prendra soin de mon bébé, qu'il ira bien et qu'il pourra grandir et aller à l'école. Au camp de Minawao, près de 45 bébés naissent chaque jour, venant grossir un peu plus le nombre de réfugiés. Car c'est là l'une des autres conséquences des attaques de la nébuleuse Boko Haram. Le Cameroun doit faire face à un afflux massif de déplacés, en majorité des femmes. On manque de l'eau, il n'y a rien à faire pour eux. C'est pas facile de se couper des enfants sans le savon et les activités qui donnent un peu d'argent. On estime aujourd'hui à 80 000 le nombre de personnes ayant fui le Nigeria au Cameroun. Viennent s'y ajouter près de 250 000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine. Sans compter bien sûr les nombreux déplacés camerounais. Cette région semble être le réceptacle de toutes les crises régionales. Environ 1500 enfants ont été kidnappés depuis fin 2014 au Cameroun par le groupe islamiste nigérian qui les emploie pour de menus travaux ou comme combattants. Boko Haram utilise aussi ces enfants comme boucliers humains lors des combats. Mais les islamistes ont subi d'importants revers depuis le déclenchement début février d'une offensive terrestre des armées tchadiennes et nigériennes au Nigeria. Plusieurs camps de Boko Haram ont été détruits et l'armée nigériane a libéré plusieurs centaines de personnes, femmes et enfants, retenus en otage. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.